pas de bruit, John. T'as vu, il y a Snoopy. Ah ouais. T'as déjà vu un grenier comme ça? Ah non, jamais. Mais qu'est-ce que vous faites là, les enfants? Vous savez bien que papy veut pas qu'on joue dans le grenier. Mais j'ai buté sur ce truc-là. Bah, ce truc-là, c'est un téléphone, Yanis. Un téléphone. Oui. Et comment on faisait pour envoyer des SMS avec ça? Alors pour les SMS avec le beau téléphone que tu as trouvé, ça va pas être possible. Mais si tu veux, je vais t'expliquer pourquoi. Et avant, je vais te présenter quelques appareils qui retracent bien l'histoire de la téléphonie ancienne. Donc si tu veux, on va commencer par le premier téléphone. Donc tu vois, c'est ce téléphone-là. Je ne sais pas si ça te rappelle quelque chose, mais il a la même taille qu'un téléphone portable. Et en fait, ce téléphone-là, il marchait tout seul. Tu mettais juste deux fils avec un autre téléphone au bout. Et en fait, dans cet appareil, tu avais un aimant et une petite bobine. Et tu parlais dans le téléphone et ensuite il fallait que tu écoutes. Alors si tu avais un peu d'argent, t'en achetais deux, c'était plus facile, comme ça t'en mettais un à ton oreille et un devant ta bouche. Voilà. Bon, c'était pas très pratique. Alors le téléphone a changé un peu rapidement. Donc je vais te faire voir les modèles qui sont arrivés après. Donc juste après, alors ça on est encore au 19e siècle, hein, donc c'est quand même très loin de l'appareil que tu as trouvé. Donc au 19e siècle, tu avais des téléphones comme ceci. Alors là, le téléphone est très particulier parce qu'il fallait que tu te mettes les deux écouteurs aux oreilles, qui étaient quand même assez lourds, et ensuite il fallait que tu cries devant la petite planche. C'était une planche toute fine, et derrière il y avait des charbons, et en fait c'était le micro du téléphone. Donc en fait il fallait que tu parles devant la petite planche et que tu te mettes les deux écouteurs aux oreilles. Donc là après tu vas voir, on a modernisé le téléphone. Alors là c'était plutôt dans les années 1910. Donc tu vois, le téléphone est arrivé là. Tu avais un bouton pour appeler. Alors là, parce que tu ne pouvais pas téléphoner en faisant des numéros, tu n'appelais pas directement quelqu'un. Il fallait que tu appelles une dame qui te passait une personne. Donc en fait, tu appuyais sur ce bouton-là, et tu avais une dame, tu vois, qui était comme sur la gravure, et c'était une dame qui te demandait à qui tu voulais parler. Donc tu vois, c'était une dame qui était assise dans un bureau. Donc ensuite, quand elle avait répondu, tu pouvais lui parler avec un appareil comme celui-ci. Donc là, tu criais dans le trou là, et tu avais ici un microphone, et quand tu parlais, tu te mettais ça à l'oreille et tu parlais dans le trou. Donc là, c'était pas très hygiénique parce qu'il y avait des gens qui crachaient dedans. Voilà. Donc c'était pas très propre. Donc ensuite, on est arrivé au téléphone que tu as trouvé dans le grenier, le même genre de téléphone que tu as trouvé dans le grenier, tu vois. Donc là, c'est un téléphone où tu avais un cadran, comme celui que tu as trouvé. Et là, c'est en fait, quand tu pouvais faire les numéros directement, c'était la première fois qu'on pouvait appeler directement quelqu'un. Donc tu faisais son numéro de téléphone en te mettant ton doigt dans les trous et en numérotant comme celui-ci. Tu vois? Donc quand tu faisais le 0, tu faisais 10 coupures sur la ligne, ça correspondait au 0. Quand tu faisais le 9, tu faisais 9 coupures sur la ligne. Tu vois? C'est comme ça que tu pouvais appeler les gens. Et donc, si tu vois, tous ces modèles de téléphone, si tu veux en voir d'autres, il faudrait que tu ailles voir à la fabrique au souvenir, à Danton. Tu verras d'autres téléphones encore.
Qu'est-ce que tu fais là? Il y a des clowns qui dansent. T'es sûr? Viens, on va aller voir. Ouais, ils sont là les clowns, ils bougent pas. Pourquoi t'as voulu venir ici? Bah, j'ai trouvé un vieux téléphone comme ça chez papy et mamie. Un téléphone comme ça? Oui, c'est ça. Mais c'est le livre que mon grand-père a écrit. Ah bon, donc tu es le petit-fils de Roger? Oui. Tu es au courant qu'il vient samedi prochain pour les portes ouvertes? Ah bon? Bonjour. Bonjour madame. Oh, j'avais la même télé à la maison. Mais moi, celle-ci est beaucoup plus ancienne. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse le plus, c'est tout ce qui est rapport à l'électroménager. Oui, c'est toi qui as écrit ce livre. Oui, c'est moi, ça parle des objets que tu vois là tout autour de toi. Et ça raconte un peu ma jeunesse que j'ai eue dans la rue Suffren. Parler là, non. Voilà. Tu vois, il est en bois ancien, c'est ancien. Voilà. Messieurs, dames, comme il fait chaud, est-ce que ça vous dit un petit verre? Ah, ça, c'est une bonne idée. Papy, c'est quoi ce truc avec une manivelle? Alors, tu vois, ça, Yannis, c'est un grilloir à café. Avec ce grilloir, les gens de la rue, tout le monde en avait un grilloir. Et ils faisaient griller le café à l'intérieur de ce truc-là. Et quand ils revenaient du travail, le soir, tous les gens de la rue, ceux qui travaillaient sur le port ou à côté, ramenaient dans leur poche des petites poignées de café. Et au bout d'un moment, eh bien, quand ils en avaient assez, ils faisaient une séance de torréfaction dans la cour de là où on jouait. Et ça sentait vraiment, ça répondait vraiment une très très bonne odeur de café grillé. Tu m'avais pas raconté une anecdote avec le grilloir à café là? Oh oui, j'avais dû te raconter ça. Je me souviens qu'au moment où le père Maurice était en train de faire griller son café, il s'apprêtait à s'en aller, à remonter chez lui, il avait terminé, et que j'ai vu à ce moment-là arriver dans la cour des miracles une chanteuse des rues, avec son petit gamin, et elle s'est mise à chanter des chansons de Piaf, elle chantait très très bien. Par 100 000 musiciens, un jour cet air me rendra folle. Sans croix, j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a coupé la parole et parle toujours avant moi, et sa voix couvre ma voix. Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Padam, 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 il me fait le coup du souviens-toi. Padam, 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 c'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur sur cet air qui sait tout par cœur. En fait, tu m'as pas raconté un truc sur Edith Piaf, qu'elle Oui. serait venue là dans le quartier? Oui, tout à fait, oui, je te l'ai raconté, oui. Elle était venue avec un cirque, un grand cirque, qui avait posé ses tréteaux sur la place Danton. Le cirque était accolé au mur de la prison. Et je me suis retrouvé, en me faufilant sous les sièges, au premier rang, sous l'estrade où chantait Edith Piaf, effectivement. Ah oui, en effet. Ça... Et je me souviens qu'elle était déjà bien malade, parce qu'à chaque fois qu'elle se déplaçait, elle s'appuyait sur le piano. Et puis elle avait des pauses entre chaque chanson. Et les gens l'écoutaient religieusement. Religieusement, oui, je crois que c'est le mot. La grande Edith, oui. Edith Piaf. Et maintenant, le jeu du palais.
Donc, nous prenons un palet dans notre main droite et nous le lançons vers la galoche sur lequel vous avez positionné votre mise, votre pari ou votre bouchon. Eh Roger, j'ai retrouvé la bobine Super 8, tu sais, le film sur le cirque. Et c'est parti pour la projection. Approchez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le grand cirque est arrivé sur la place Danton. Allez, hop! Attention, attention! Hey! Papy, pourquoi il y avait des CRS dans ta rue? Un matin, je descends, comme d'habitude, je descendais mon chien avant de partir à l'école, et j'ai vu mon quartier qui était complètement envahi par les camions de CRS. Et ils étaient beaucoup, vraiment beaucoup. Et puis en même temps, j'entendais des cris, c'est comme une sorte de manifestation, et c'en était une d'ailleurs, une assez importante. C'était les parents des soldats français, des appelés, qui ont bouché l'entrée de la gare, qui ne voulaient pas voir leurs enfants partir pour l'Algérie, parce que c'était un massacre. D'abord parce que il y avait beaucoup de gens là-dedans qui militaient pour la paix en Algérie, et puis ils ont empêché toute la journée le train de partir. Voilà. Et quand le train est arrivé à partir quand même, parce qu'ils sont arrivés à leur fin, à les faire partir, ces militaires. Et le signal d'alarme à l'intérieur du train a résonné 2 fois. 2 fois, il s'est stoppé, et 2 fois, il est reparti. Et voilà. C'était une journée mémorable. Mais ça m'a valu une sacrée dispute par mon professeur. Circonférence du cercle, pi égale 3,14. Dis donc, le blond, la leçon t'intéresse pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les CRS, monsieur. Où ça? Dans ma rue ou à la gare. Tu sais, chaque fois que le contingent part en Algérie, nous avons des manifestations. Mais tu sauras qu'on ne dit pas CRRS, mais qu'on dit CRS, Compagnie Républicaine de Sécurité. Tu me le copieras 100 fois. Oui, monsieur. Donc, le cercle. Ah, dis donc, il s'en est passé des choses mouvementées dans ton quartier. Bah oui, j'avais juste à descendre le petit escalier, et j'étais tout de suite sur le trottoir, et puis j'avais tout le cours de la République qui s'offrait à moi, une grande partie toujours, et c'est là que j'ai vu passer des manifestations, c'est là que j'ai vu passer des cirques, et c'est là aussi que j'ai vu passer avec mon père un matin de mai 1959 des voitures peintes en bleu ciel et en bleu marine qui allaient assister à la finale de la Coupe de France qui a eu lieu en mai 59 à Colombes. T'as vu ça à la télé ou... Ah, j'ai pas eu la chance de voir ça à la télévision, non, on n'avait pas la télévision, mais on avait un poste de TSF, et c'est là-dessus que j'ai écouté, que j'ai entendu
En ce dimanche 1959, je crois que c'était le 6 ou le 7 mai, 5 mai, la première version de cette finale de Coupe de France, et 15 jours plus tard, la deuxième version. Papy, dans ton livre, tu dis que les rues sont sales. Oui, tu as raison de le souligner, parce que c'était vraiment sale, c'était le charbon qui s'échappait du quai Colbert. Quand il y avait des grues qui tournaient, il y avait quelquefois 2 ou 3 grues qui tournaient en même temps, et il y avait de la poussière de charbon qui volait partout. Il y en avait partout, et ça se collait le long des façades des maisons, et quand il pleuvait, c'était encore plus triste, parce qu'on aurait cru que les fenêtres pleuraient noir, comme du rimel qui fondrait sur les yeux de quelqu'un. Alors, c'était vraiment pas très joli, mais il faut savoir qu'à l'époque, le charbon était la matière première qui faisait marcher les locomotives, qui faisait marcher les bateaux, et qui faisait marcher un petit peu toute l'économie française. C'est pour ça que c'était très important. On pouvait apercevoir dans le quartier Monsieur Delaporte, qui était charbonnier de son état, qui, accompagné de ses ouvriers, livrait le charbon. Et il organisait aussi une course des charbonniers tous les dimanches. Nous pouvons quand même penser à ces pauvres personnes qui, durant toute la semaine, portaient ces sacs de plus de 50 kilos, tiraient ces diables de plus de 100 kilos, et qui, le dimanche, faisaient une course avec un sac de 50 kilos sur les épaules. Et pour le premier, le gain était un bouquet de fleurs, 5 francs, et le sac qu'il portait sur les épaules. 50 kilos de charbon représentaient environ une semaine de chauffe. Nous pouvons voir sur cette photo Monsieur Renault qui gagnera la course fin des années 50. Mais non, mon petit bonhomme, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir allumer ce poste. Regarde, juste devant, nous avons 4 petits boutons. Grâce à ces boutons, tu pourras l'allumer. Sache que la zapette est arrivée dans la fin des années 70. Et qu'à l'intérieur de cet appareil, nous avons énormément de ce genre de composants. Et oui, aujourd'hui, ton écran plat, lui, est tout petit. C'est ce qu'on appelle la nanotechnologie. Sache que ce poste date de 1951, qu'il a été vendu au Havre par Madame Fuchs, qui avait un magasin 54 rue Le Sueur. Et sache aussi qu'en 1951, il y avait moins de 4000 postes de téléviseurs en France. Allez, à bientôt. Mais il s'est pas passé un drame sur le port dans les années 1900? Oui, effectivement, en 1910, oui, il y a eu un drame. Jules Durand, qui était à l'époque le secrétaire général des ouvriers de Caire, a été injustement accusé d'un meurtre. Il a été incarcéré à Rouen, où il est mort fou dans sa cellule. Il n'a pas encore été réhabilité, c'est en voie, mais il ne l'est pas encore. Et puis là, on vient d'inaugurer sa stèle au quai Colbert. Le quai Colbert qui a été le théâtre de tant de déchargements de charbon. Expliquez-moi ce qui vous intéressait tant dans l'électroménager. Je vais vous dire franchement que à 15 ans, j'étais placée bonne à tout faire. Donc, vous savez, à cette époque-là, les employés de maison, on avait ce qu'on nous donnait comme ustensile. C'était peu de temps après la guerre, donc il n'y avait rien de moderne, rien d'électrique. Donc, on commençait à repasser au fer que l'on mettait à chauffer sur un espèce de petit foyer qu'on avait dans la pièce. Et par la suite, on avait eu le droit au fer électrique. Mais un fer électrique, mais sans thermostat ni quoi que ce soit. Fallait faire attention à ce que ça ne brûle pas du tout le tissu. Et par la suite, quand on a eu le fer électrique, on a commencé à se servir de ce qu'on appelait une pâte mouille. Parce que la température du fer électrique était quand même continue. Donc avec la pâte mouille, on pouvait facilement bien étaler son tissu, mettre la pâte mouille et y aller franchement pour repasser, faire les plis de pantalon, les jupes et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, le plus embêtant qu'on avait à faire, c'était pour les repas.
les repas, on n'avait que des petits réchauds. Des réchauds à 2 feux. Qui, malheureusement, quand on avait une grande famille, on ne pouvait pas mettre des grosses casseroles. Il fallait faire ça soit dans 2 casseroles. Mais c'était vraiment un cauchemar quand il fallait préparer les repas. Quand on n'était que 2 personnes, ça allait, mais quand vous étiez 5-6, fallait prévoir, presque préparer le repas le matin pour commencer à mettre à cuire vers 10h, 10h30 et réchauffer au moment du repas. Parce que vraiment, c'était vraiment impossible. Et on n'avait pas de four. C'était que des réchauds. Alors vous vous rendez compte le travail que la femme avait tout en restant chez elle. Il n'était pas question que la femme travaille à l'extérieur. Avec tout le si peu de commodité qu'elle avait, elle passait son temps à repasser ainsi qu'à préparer les repas. Alors votre stand c'est des civilités. D'où vous est venue l'idée de créer des objets nouveaux à partir d'objets anciens? Alors l'idée c'est que j'ai déjà vu sur un salon quelqu'un qui le faisait et j'ai trouvé ça super. Seulement le prix qu'il faisait ne me correspondait pas, c'était beaucoup trop cher. Donc du coup je me suis dit bah, c'est pas grave, j'ai déjà fait quasiment ça quand j'avais 12 ans avec un magnétophone, un cassette. Puis je vais m'en refaire un et puis c'est tout. Donc j'ai fait plusieurs essais, alors au début c'était plus ou moins bien. Et puis une fois que le modèle fonctionnait bien, mais dans le cas c'était juste chez moi. Ensuite les amis sont venus chez moi et m'ont dit oh, c'est bien, tu peux m'en faire un. Puis les amis ont vu chez des amis et c'est parti à une vitesse incroyable. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Alors il s'agit de postes d'époque, hein, il date des années... alors pour le plus vieux est de 1936 et le plus récent est de 1961. Donc de postes à lampe, donc qui étaient complètement désuets aujourd'hui. Et donc mais qui avaient quand même des formes incroyables, une façon d'une fabrication qu'on ne fait plus aujourd'hui. On a du bois, on a du métal, on a du plastique, on a du verre. C'est vrai que c'est comme des postes qui étaient très beaux. C'était quelque chose qui coûtait très cher à l'époque, hein, puisque surtout plus ils étaient vieux, plus ils étaient chers. Hein, et donc les gens pouvaient très peu se les payer. Et donc l'idée c'était de les... beaucoup de gens les achètent en tant qu'objet de décoration pour les déposer. Moi j'aime pas trop la décoration qui sert à rien. Un vase c'est joli, ça sert à quelque chose. Et pour moi une statue par exemple ça sert à rien. Voilà. Donc j'ai quitté à avoir quelque chose qui décore autant qu'il sert à quelque chose. Donc effectivement aujourd'hui ils sont ultra modernes hein, puisqu'ils gardent leur haut-parleur d'origine parce qu'on veut le son. Parce qu'en général les gens qui achètent ça c'est qu'ils aiment écouter le son des années 50. Et ce qu'on appelle la bande passante du haut-parleur correspond à cette musique. En termes musicaux, on dit ça sonne. C'est-à-dire que si vous branchez une Gibson sur une Hi-Fi, bah, ça sonne pas parce que c'est pas bon, ça correspond pas. Là, c'est la même chose. Mais ça s'adresse surtout à qui? Alors, tout le monde l'achète. Je peux en vendre un monsieur de 70 ans et 5 minutes après une jeune fille de 16 ans. Puisque par définition, ils sont modernes. Donc, ils plaisent à tout le monde. Voilà. Ils sont intéressés par le son? Alors, par le son et par le fait aussi d'avoir un objet qui est unique. Parce qu'il y a eu tellement de modèles différents, c'est très rare de tomber 2 fois sur le même. Là, vous voyez, il n'y en a pas 2 pareils. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les téléphones portables, on peut commander tout ce qu'on veut. Et ce que cherchent même les plus jeunes, justement, c'est d'avoir ce que le voisin ne peut pas avoir. Et voilà ce qui fait le succès aussi. Est-ce qu'on peut entendre un peu la sonorité? Il y a un morceau de musique, mais...
Si vous voulez, aujourd'hui, le son, depuis les années 80-90, on n'écoute plus du tout le même son. On écoute un son qui est surtout aigu et avec des basses. On n'écoute plus les médiums, ce qui est la fréquence de la voix, la fréquence naturelle. Et c'est vrai qu'on a un son qui est complètement difformé. Et d'ailleurs, de très loin, on entend quand les gens passent cette même musique dans un appareil moderne, on l'entend puisque ça n'a rien à voir au niveau du son. L'enregistrement qui était fait sur des micros comme on a ici, là, c'est ce qu'on appelle les micros dynamiques. On était capable de prendre que cette fréquence dans les médiums et dans certaines basses. Il a fallu attendre les années 70 où les micros effectivement ont permis d'avoir plus d'aigus, des aigus plus fins et des basses plus profondes pour avoir ce qui arrivait, ce qu'on appelait la hi-fi. Donc comme on a dans une dual par exemple ici, où effectivement on a un son qui est beaucoup plus grand au niveau de la bande passante. Et après, avec les années 90, on écoutait plus de basses encore, parce qu'on avait l'arrivée de tout ce qui est synthé, techno, etc. Alors sur les micros, on peut voir ici les premiers micros qui étaient plutôt volumineux, hein, mais c'était quand même une révolution parce qu'il était beaucoup plus petit de ce qu'on avait, c'était sorti en 1940 ici. Hein. Sa forme était c'est la calandre de la Oldsmobile de 1938. Le problème c'est qu'on ne voyait pas assez le chanteur parce qu'il était très gros. Donc du coup ils ont fait la version S à partir de 52 pour avoir une version qui était plus petite. Et après on a une version qui commence à devenir ce qu'on avait après, c'est des micros à main, mais il n'était pas encore détachable. Donc il ressemble plus à ce qu'on avait après. Mais là on est fin 50, début 60. Donc ça joue beaucoup sur le jeu de scène par exemple. Prenez Elvis, dans les années 50 il ne pourrait pas faire son jeu de scène s'il ne s'accrochait pas à son micro. En fait quand vous regardez comment bouge Elvis, il tient le micro comme ça, parce que c'est sa troisième jambe. Quand il fait tous ses jeux de jambes, sans ce micro il se casserait la figure. Donc c'est vrai que s'il avait eu un micro à main, il n'aurait jamais fait ce jeu de jambes qu'il avait dans les années 50. Dans les années 70, il avait un micro à main et il ne faisait plus du tout le même style de jeu de scène. Donc tout ça, souvent on veut mélanger, dissocier la technique et l'artistique, et au fait les deux vont ensemble. Voilà. En sortant du salon vintage, je me suis dit qu'il y avait encore plein d'objets à découvrir à la fabrique à souvenirs. Oh, regarde Daniel, comme ton grand-père. Exactement le même. Comme ton grand-père. Exactement le même. Hein. Oh là là, c'est magnifique ça. Ça date. Hein. Ah bah là, c'est 50 ans. Celui-là, là, regarde celui-là. Par contre, je crois que mon père en avait un comme ça. Je sais pas trop, mais ça ressemble énormément. Ah, il me semble bien que c'est pareil. Hein. Oh là là, le plongeon, rajeuni par tout ça. Hein. Le plongeon dans le passé, là, oui. C'est magnifique. Ah oui.